Mesdames, Messieurs, nous sommes donc réunis ce soir pour parler du général Beaufre et, si je puis dire, de son entourage au sens le plus large du terme, passé, présent et à venir. Alors, je vais modérer ce qui suit, mais je vais vous parler d'abord pendant quelques minutes, rapidement, de mes rapports avec le général Beaufre, que je n'ai d'ailleurs jamais connu, et des raisons pour lesquelles je me suis réjoui d'accepter la proposition qui a été faite par le colonel Bay et par Elie Tenenbaum de tenir cette réunion. Alors, vu par moi, l'histoire commence en 1973. Pourquoi 1973? Parce que c'est l'année où j'avais 30 ans. Je suis devenu, j'étais le premier directeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le CAPS, donc du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Donc, ça a un peu plus de 50 ans, 53 ans. Et il faut dire qu'à l'époque, ma notoriété, j'avais une petite notoriété, mais qui provenait, alors du point de vue bureaucratique, du fait que j'appartiens à un corps illustre de l'État, qui est le corps des mines, mais plus généralement parce que j'étais connu déjà comme économiste mathématicien et comme mathématicien. Donc. Et j'avais aussi un certain nombre de notions d'économie appliquée, notamment j'avais introduit les relations internationales, l'économie internationale et l'économie monétaire d'ailleurs, et le commerce international au commissariat au plan, qui n'avait pas tout ça. Bon. Mais je ne connaissais pas grand-chose à part ça, à la politique internationale, ce qu'on appelle la grande politique, et en particulier la stratégie. D'ailleurs, mes connaissances stratégiques pourraient bien être résumées à l'époque par, nous avions à l'école polytechnique, j'avais un adjudant-chef extrêmement sympathique, une personne les plus admirables, pas forcément les plus intelligentes que je l'avais rencontrées. Et on dit qu'un de mes camarades de promotion avait un jour demandé à l'adjudant-chef Suter, car tel était son nom, mon adjudant-chef, pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence entre la stratégie et la tactique? Et l'adjudant-chef Suter aurait répondu, à votre niveau, aucune. Et lorsque cette anecdote est arrivée jusqu'à moi, je me suis dit qu'il était moins bête que je ne le croyais. Euh, alors, dans les années, quand je me suis retrouvé au Quai d'Orsay, euh, j'ai choisi trois livres prioritaires pour les lire. Bon, le premier, oui, parce qu'on peut choisir des livres pour décorer. Alors, le premier, c'était Paix et guerre entre les nations, qui était paru en 1962. Et d'ailleurs, le Aron m'avait très vite invité à déjeuner après la création, j'ai longuement parlé de ce livre qui m'avait beaucoup plu, parce que c'est un livre remarquablement lucide et extrêmement bien construit, donc il m'avait passionné. Le deuxième, figurez-vous, c'était justement l'introduction à la stratégie du général Beaufre, qui m'avait littéralement enthousiasmé parce que, en 130 pages ou quelque chose comme ça, il est présenté avec une rigueur absolument implacable les concepts et les idées fondamentales. Tellement vrai que pour quelqu'un comme moi, je vous disais j'étais mathématicien, j'avais envie de traduire ça tout de suite en équation, je l'ai fait d'ailleurs, incidemment, et c'était une lecture idéale pour moi. Pour les mêmes raisons d'ailleurs que, comme vous le dites dans votre livre, un certain nombre de généraux ne l'ont pas supporté. C'était exactement les mêmes raisons que celles que faisait quelqu'un comme moi, avait été enthousiasmé. Et le troisième, figurez-vous, il était paru un peu plus tôt, l'introduction à la stratégie, c'est 1963, c'est Vom Kriege, c'est de la guerre, c'est Clausewitz, que j'ai également annoté totalement avec 200 pages de notes ou 300 pages de notes. Ce sont les trois livres qui ont été à la base de mon éducation initiale en matière internationale et en matière stratégique. Alors, il se trouve que quelques années après, 1979, création de l'IFRI. Création de l'IFRI sur les décombres du Centre d'études de politique étrangère.
Là, je me suis rendu compte. Alors, le Centre d'études de politique étrangère, c'était des décombres, hein, je ne rentre pas là-dedans. D'ailleurs, pour ça, je vous renvoie aussi au livre de Sabine Janssen, que je crois certains d'entre vous connaissent, Les boîtes à idées de Marianne, qu'elle a publié en 2017, qui sont non seulement, elle a voulu faire sa thèse d'habilitation en histoire, euh, sur l'histoire de l'IFRI et du coup celle du Centre d'études de politique étrangère, qui occupe environ un tiers du livre, hein, et où l'épisode dont je veux dire un mot fait l'objet de quasiment 2 chapitres. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que l'Institut, le général Beaufre, avait joué un rôle important avec l'Institut français d'études stratégiques, que cet Institut français d'études stratégiques était extrêmement peu de choses, hein, du point de vue nombre de personnes et encore moins, n'est-ce pas, du point de vue financier. Et il avait été logé, en fait, à l'intérieur de ce centre d'études de politique étrangère, où il occupait en fait une place, une sorte de micro-État dans un micro-État, si on peut dire les choses comme ça. Mais en 1979, à l'époque de la création du début de l'IFRI, plus personne n'en parlait. Il était mort depuis plusieurs années. Mais ça m'a donné l'idée, que j'ai fait un petit peu plus tard, de rééditer le livre, l'introduction à la stratégie, puisque c'est le Centre d'études de politique étrangère, quand même, c'était sous d'ailleurs le terme du Centre d'études de politique étrangère que le livre avait été publié. Et donc, nous l'avons réédité. Je crois que la première édition, c'est 85, si je ne me trompe, ou 88, je n'ai pas revérifié exactement, mais je crois que c'est 85, et il a été et ensuite en 88. Et je crois, j'ai vu d'ailleurs la dernière, le livre, Mon colonel Baye, que je vous ai piqué hier, que vous avez entre les mains, et j'ai vu qu'il avait été imprimé en 2024. Donc ça veut dire que le livre est toujours publié, pour lequel je m'étais amusé à faire un petit avant-propos. Donc voilà. Et alors, quand nos amis sont venus me voir pour me dire, ben voilà, on pourrait faire ça, etc., en parlant de la biographie tout récemment sortie du général Pierre, et qui l'ont proposé qu'on fasse une soirée à ce sujet, ça m'a réveillé beaucoup de souvenirs. Et l'idée, c'était donc qu'on fasse quelque chose d'un peu exhaustif, mais que l'on consacre l'essentiel du temps à regarder comment les idées de Beaufre, pas seulement dans l'introduction à la stratégie aussi, mais les livres subséquents, et qui sont nombreux d'ailleurs, vous verrez tout ça dans la biographie du général, comment les idées de Beaufre, je vais dire les idées de Pierre, mais là, on n'en est pas encore à faire un colloque dans 50 ans sur votre postérité littéraire, mais comment ces idées peuvent encore peuvent éclairer les questions actuelles. Et mon dernier point, c'est que il y a beaucoup de choses, hein, on va le voir tout à l'heure, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite, c'est la notion de Beaufre, de ce qu'il appelle la paix-guerre. Paix-guerre. Et d'ailleurs, j'ai envie de déposer un titre qui s'appellerait Paix-guerre entre les nations. Paix-guerre entre les nations. Le concept de paix-guerre, on va probablement y revenir tout à l'heure, c'est l'idée qu'au fond, dans la relation internationale, on est rarement tout à fait en guerre et rarement tout à fait en paix. Et ce n'est pas tout à fait la même idée que celle d'Aron, par exemple, paix impossible, guerre improbable. On peut tourner autour de tout ça. Enfin là, ce n'est qu'une idée parmi d'autres possibles. Alors, je ne vais pas regarder ma montre, mais je crois qu'il fait exactement 6h10. Hein. Donc, les 10 minutes sont tenues. Je leur ai promis, en tout cas à Élie, que je ne dépasserai pas. Et donc, je vais maintenant passer la parole au général Pierre, qui va nous présenter plus en détail son ouvrage. 20 minutes exactement, ce qui veut dire, mon général, que vous êtes invité à, si j'ose m'exprimer ainsi, à suivre mon exemple. Et à 6h30 pétante,
Nous commencerons le débat pour 3 quarts d'heure, ce qui nous mènera à 7h15, et nous aurons un quart d'heure pour prendre ce que nous pourrons prendre comme question de la salle, qui, je suis sûr, sera frustrée qu'il n'y ait pas davantage de temps. Voilà, mon général, vous avez la parole. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Président, pardon. Monsieur le Président, oui, voilà. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette invitation que j'étends bien entendu à l'ensemble de l'Institut français des relations internationales qui m'a proposé de participer, de faire cette intervention. Merci également à vous tous qui êtes présents ce soir. C'est évidemment un grand plaisir de pouvoir parler de la pensée du général Beaufre et le faire en particulier devant des représentants de sa famille, puisque j'ai vu Florence qui est ici, sa fille. Je ne sais pas si Roland est arrivé, mais le fils et la fille du général Beaufre sont présents ce soir, ainsi que nombre d'amis de la famille. Donc je pense que ça donne aussi une chaleur et une couleur particulière. Mais merci à tous d'être présents. Merci également à tous ceux qui ont accompagné cette démarche scientifique. Démarche scientifique parce que ce travail de recherche a d'abord été le travail d'une thèse en sciences politiques, mais ensuite d'un livre que vous avez présenté brièvement et qui est peut-être une approche un peu différente de la thèse étant davantage sur les outils de la pensée stratégique, ce qui nous occupera probablement pendant ce débat, mais de façon à ce que cette pensée stratégique soit peut-être plus digérable. Les éditions Perrin, qui sont également présents ce soir, m'ont proposé de faire un livre qui soit un peu différent, c'est-à-dire de parler de la vie du général Beaufre, qui est né en 1902 et qui est mort en 1975, donc une vie qui a traversé le siècle, qui a traversé le XXe siècle, et de partir de cette trajectoire de vie, de cette trajectoire d'un homme, cette trajectoire d'un officier, pour expliquer comment sont nés les objets de sa pensée. La pensée n'étant jamais dissociable de celui qui la porte, c'est bien les expériences de vie qui nous disent quelque chose du modèle qu'il a pu forger. Donc le livre, c'est vraiment ça. C'est une approche un peu différente de la recherche en thèse et qui est vraiment centrée sur l'histoire de sa vie, donc de sa pensée. La vie du général Beaufre, elle est souvent assez rapidement résumée aux 15 dernières années de sa vie, c'est-à-dire au moment où il était effectivement à la tête de l'IFDES, et résumée souvent à un seul livre, L'introduction à la stratégie, qui est quasiment le seul ouvrage du général Beaufre qui est encore lu aujourd'hui, malheureusement. Alors il y a aussi le drame de 40, hein, qui est bien connu des spécialistes, mais il y a une quinzaine d'ouvrages du général Beaufre qui ne sont pas du tout connus. Et de fait, vous avez entre les mains Stratégie pour demain, qui est un livre de 1972 que je pense d'une très grande actualité et que l'on a republié en 2025 avec les éditions de l'École de guerre. Long chemin de republication. Mais la vie du général Beaufre, si elle se résume à un moment particulier, elle se résume à un livre particulier, Introduction à la stratégie, traduit dans plus d'une vingtaine de livres, le bréviaire de tous les apprentis stratèges dans le monde, hein, vous pouvez le trouver dans toutes les écoles militaires. Bon, en réalité, avant la publication d'Introduction à la stratégie, le général Beaufre est un officier qui a eu 40 ans de vie militaire. Et au cours de ces 40 années de vie militaire, il a expérimenté, il a participé, il a vécu tous les grands combats du XXe siècle, blessé pendant la guerre du Rif en 1925. Il fait évidemment la campagne de France, il participe à la libération, campagne de Tunisie, la remontée dans la vallée du Rhône après la campagne d'Italie, l'Allemagne pour finir ses opérations en Autriche. Et il est également de tous les combats de la décolonisation en Indochine à 2 reprises, en Algérie, et puis il commande, chacun le sait probablement, les opérations à Suez en 1956. Et donc, cette vie militaire, elle est extrêmement dense, extrêmement épaisse, et elle dit beaucoup de choses d'une carrière militaire qui a forgé le stratège. Et donc, si on connaît le stratégiste au travers de l'introduction à la stratégie, on connaît assez moins le stratège qui a précédé le stratégiste. Et les figures de penseurs qui sont à la fois stratèges et stratégistes sont relativement rares en réalité. Alors, petite anecdote ou petit retour plus personnel pour parler d'adjudant-chef, si vous me permettez. Moi, c'est plutôt un capitaine, mais lorsque j'étais jeune officier au 3e régiment d'infanterie de marine, terminant mes années de chef de section de lieutenant, mon capitaine me convoque et me dit, bon, maintenant, il faudrait quand même apprendre à grandir, arrêter de faire de la tactique et penser stratégie. Donc, ce n'était pas un adjudant-chef, mais
il avait lui aussi des idées assez arrêtées sur les choses. Et donc, je vais dans le premier magasin, la première librairie, je cherche un ouvrage de stratégie capable d'être lu dans le week-end pour faire une fiche que je rendais à mon capitaine le lundi matin. Donc, j'ai vu effectivement dans le rayonnage de la guerre de Clausewitz, j'ai abandonné tout de suite. Je crois qu'il y avait le traité de stratégie d'Hervé Couteau-Bégary, j'ai abandonné tout de suite aussi. Et puis, j'ai trouvé ce tout petit livre, Introduction à la stratégie. Je me suis dit, c'est tout à fait ce qu'il me faut pour lundi matin. L'anecdote est vraie. Le capitaine était très content de ma fiche, qui, somme toute, était probablement la reproduction du plan du livre. Mais je me suis quand même interrogé sur le livre et cette interrogation initiale n'a cessé en fait de me suivre tout au long de ma carrière militaire. D'ailleurs, le livre m'a suivi dans toutes les opérations. À chaque fois que je suis parti en opération, j'ai pris ce livre avec moi et je me suis interrogé finalement sur une sorte de paradoxe, c'est-à-dire pourquoi ce livre est si connu, si lu, si référencé et en même temps si court. Pourquoi est-ce que ça s'appelle une introduction? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi introduction? Et cette question-là a été le questionnement de ma recherche. Et en dépliant, en déroulant les fils de cette question-là, j'ai trouvé évidemment beaucoup de choses, notamment le fait que ce livre est le premier d'une quinzaine de livres et que si vous voulez lire la pensée stratégique du général Beaufre, il faut commencer par l'introduction et puis il faut lire les deux livres qui suivent, bien entendu, qui sont Dissuasion et stratégie, publiés en 1964, et Stratégie de l'action, publié en 1966, puisque ces trois livres constituent une sorte de triptyque stratégique et que les deux suivants ne peuvent se comprendre sans l'introduction et vice-versa. D'une certaine manière, l'introduction est vraiment une introduction. C'est en fait la vitrine du magasin. Il faut ouvrir la porte, rentrer pour comprendre la finesse et la complexité au sens premier de la pensée du général Beaufre. Il a écrit une quinzaine d'ouvrages qu'on peut globalement classer en plusieurs catégories. J'ai parlé de la catégorie des ouvrages stratégie. Donc, stratégie théorique plutôt au début des années 60, dans les premiers travaux de l'Institut français d'études stratégiques, à peu près jusqu'en 65-66, et puis ensuite un virage dans les questions de stratégie, avec davantage d'études sur la stratégie opérationnelle, sur la stratégie appliquée, ce qui a donné Stratégie pour demain, qui est une sorte de contre-livre blanc. Hein. Pour la petite histoire, Stratégie pour demain est publié exactement entre la publication des deux volumes du livre blanc de 1972. Alors, c'est pas il l'assume pas comme étant un livre blanc, mais c'est vraiment le produit de sa pensée au moment où les questions, où le modèle de défense se cristallise. Et donc, c'est très opératoire, c'est très détaillé sur l'emploi des forces. C'est un peu la même chose pour le livre qui s'appelle La guerre révolutionnaire. On a beaucoup de cas d'espèces et c'est beaucoup moins théorique que les trois premiers ouvrages. À rajouter également Bâtir l'avenir, qui est un livre en 67 qui extrapole en quelque sorte la méthode stratégique. On reviendra peut-être sur ce point-là. La stratégie chez Beaufre est profondément dynamique. C'est pas du tout un livre de recette. On entre en stratégie, on est en stratégie face à une volonté adverse. Et donc, si on extrapole la méthode stratégique à la prospective, ça donne Bâtir l'avenir, comment voir l'avenir à partir de l'utilisation de la méthode stratégique. Donc, premier grand ensemble, les ouvrages de stratégie. Les ouvrages historiques, j'en ai un peu parlé. Le drame de 40, qui est évidemment très connu. Les mémoires du général Beaufre. La crise de Suez, l'expédition de Suez en 56. Et puis quelques ouvrages philosophiques dont je dois avouer qu'ils m'ont beaucoup moins convaincu. La nature de l'histoire et la nature des choses, pour fermer cette petite parenthèse sur la production du général Beaufre, donc une quinzaine de livres en une quinzaine d'années, beaucoup de conférences, beaucoup d'articles, et donc une présence assez forte dans le débat intellectuel. Alors, qu'est-ce qui a marqué profondément le général Beaufre? Quels événements dans sa vie sont les générateurs de sa pensée? Donc, il ne s'agit pas ici de dérouler la vie du général Beaufre, mais quels sont les événements ou les rencontres qui ont été absolument fondamentales et qui vont faire ce lien entre sa vie et le modèle. En particulier, vous avez évoqué Péguerre, mais Péguerre, c'est évidemment un des aspects centraux de sa pensée. Premier élément, probablement sa rencontre avec Lee-Delart, 1935, qui est absolument fondatrice, à un moment où, dans l'état-major des armées, on lui explique qu'il ne faut surtout pas écrire, surtout pas penser, et surtout pas penser différemment que l'état-major, doctrine Gamelin, 1934. Lee-Delart, qui a écrit Reputations, qui n'est pas tout à fait en odeur de sainteté à l'état-major des armées,
eu égard à ce qu'il a écrit sur les grands chefs militaires, se présente à l'état-major des armées et comme il est capitaine dans l'armée britannique, on ne lui envoie pas un adjudant-chef, mais on lui envoie un capitaine là où il pensait être reçu par le chef d'état-major des armées et on cherche un capitaine dans un couloir qui parle un peu l'anglais et on tombe sur le capitaine Beaufre. Véritable coup de foudre intellectuel entre les deux. 280 lettres que les deux hommes vont échanger de 1935 à 1970 et la stratégie indirecte qui est la patte intellectuelle de Lidl-Art, Beaufre va la faire sienne, va la récupérer, va l'interpréter, va la transformer pour en faire un élément absolument majeur de sa pensée. Deuxième rencontre, Delattre qu'il a suivi pendant 7 ans, à telle enseigne qu'on appelait le général Beaufre, à l'époque, il était colonel, on l'appelait le colonel d'armée, histoire de bien souligner le fait que si on voulait toucher le général, il fallait passer par le colonel. L'éminence grise du général Delattre et un général Beaufre, je pense que la famille pourra le confirmer, puisque Florence, je pense que sa marraine, c'est Madame Delattre, Simone Delattre. Parrain, c'était le parrain, pardon, j'ai fait une petite erreur, mais dire à quel point c'était fusionnel. Et donc, le général Delattre, puis le maréchal Delattre, est la figure du grand capitaine. C'est cette espèce de figure que décrit Clausewitz quand il parle du génie, c'est-à-dire l'intuition, qui est le produit d'expérience, combinée avec la détermination, le courage du choix militaire. Donc, cette figure est vraiment polarisante chez Beaufre. Les grands événements, il suit de façon très détaillée l'évolution de la stratégie entre 1936 et 1939, ce qui fait l'objet d'un premier texte qui a été republié dans un recueil également chez Perrin cette année. Ce premier texte s'appelle L'après-guerre ou la stratégie d'Hitler, et ce qui aura donné dans l'introduction à la stratégie le modèle de la stratégie de l'artichaut. On retient les feuilles une par une. Il accompagne Doumenc à Moscou en 1939 et il mesure à quel point c'est très difficile d'obtenir des résultats quand on n'a pas d'orientation politique. Juin 40, véritable traumatisme pour toute cette génération. Il n'est pas du tout anormal qu'on trouve dans les grands penseurs de la dissuasion des gens qui étaient capitaines en juin 40 et qui ont vu le monde s'effondrer complètement. On ne peut pas perdre la France une deuxième fois, disait le général Delattre. Et Beaufre est un penseur de la dissuasion parce qu'il a vécu juin 40, c'est-à-dire qu'il a vécu la fin du monde. Suez, pour lui, c'est la fin d'un monde, bien entendu la fin d'un impérialisme, et il ne cessera de répéter à ses collaborateurs à l'IFDES, un certain nombre d'entre eux que j'ai pu interviewer, qu'il essaie toujours de comprendre dans les années 60 comment il a pu gagner et perdre en même temps, au même jour, ce qui pense, ce qui pose évidemment la question de la cohérence de la chaîne dans la dimension stratégique entre le niveau politique et le niveau tactique, et c'est toute une partie de son interrogation. Donc ces événements ont été des événements majeurs qui ont cristallisé sa pensée. Il n'a cessé d'écrire toute sa vie, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque son premier livre, Introduction à la stratégie, il l'écrit alors qu'il a 61 ans, il n'a jamais publié avant. Le texte de 1938, Péguerre, on lui a refusé la publication et il le publie dans la revue des Deux Mondes de manière anonyme pour ne pas probablement être sanctionné. Donc le premier livre qui paraît à son nom, publié par le CEPE, 1963, Introduction à la stratégie, mais c'est un texte raffiné pendant quasiment 40 ans d'écriture, 40 ans d'essais qui sont distillés progressivement, qui amènent à cette réflexion extrêmement pointue, extrêmement serrée que l'on trouve dans l'introduction à la stratégie. Pour terminer, puisque je ne voudrais pas abuser du temps qui m'a été donné, peut-être ouvrir sur les grands objets de sa pensée, puisque c'est ce qui pourrait nous permettre dans ce deuxième temps de passer en revue un certain nombre de situations pour voir de quelle manière la pensée du général Beaufre peut être encore utile aujourd'hui. Donc, première dimension, j'allais dire qui est un peu une dimension transverse, et j'en ai déjà parlé, le fait que la stratégie est profondément dynamique. On entre en stratégie, on fait face à une volonté adverse, et la stratégie est une sorte d'adaptation, de réévaluation permanente avec une finalité très précise qui est réévaluée un peu comme quand on fait de la voile hein, pour les marins. On est obligé à l'estime de réévaluer ses objectifs en fonction de la position adverse. Et ça rejoint la question du côté particulièrement paradoxal de la logique en stratégie. Je fais référence bien sûr aux travaux de Luttwak, mais le fait qu'on ne peut pas partir sur une trajectoire sans la réévaluer en permanence.
La stratégie est donc profondément adaptative, elle est donc profondément plastique, elle est profondément holiste, pluridisciplinaire, puisqu'en stratégie, on fait feu en quelque sorte de tout bois, et c'est tout sauf un livre de recettes. Dans le modèle, la guerre que j'ai traduit dans ma thèse, je n'ai pas tellement développé ça dans le livre, mais sous forme de vitesse de conflictualité. À quelle vitesse de conflictualité se trouve-t-on? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se départir complètement du modèle juridique de paix et de guerre. C'est une sorte de modèle de référence, de catégories qui sont évidemment extrêmement importantes à conserver à l'esprit, mais pour le praticien, détecter à quelle vitesse de conflictualité on se situe et quand est-ce qu'on franchit les seuils qui ne sont pas forcément ce qu'on croit. Et Beaufre écrit à plusieurs reprises que le seuil, ce n'est pas 39, c'est probablement 1936. Et donc, cette analyse de la conflictualité sous forme de vitesse me semble être particulièrement pertinente. En découle, si le diagnostic de nos relations internationales est sous la lumière de cette guerre, en découle la nécessité d'adopter une stratégie qui ne soit pas strata gain uniquement de bouger des armées, mais qui soit un peu plus large et qui combine, il appellera ça la stratégie totale, d'autres Poirier intégrale, grand strategy, la capacité à combiner des leviers qui sont diplomatiques, économiques, militaires, d'influence, dans, et c'est le dernier point, des combinaisons qui sont toujours plurielles et jamais uniques, à la fois parce qu'on doit penser la guerre sous toutes ses formes, à la fois sous l'angle de la dissuasion nucléaire, des capacités conventionnelles et de ce qu'on appellera hybride ou des combats partisans, mais l'ensemble de ces dimensions-là doivent être toujours présentes. Et de fait, dans les années 70, Beaufre est un de ceux qui continuent à penser toutes les dimensions de la guerre, mais surtout, et ce sera mon dernier point, leurs interfaçages, c'est-à-dire en quoi une dimension a des effets sur l'autre et invite en fait à des renvois entre les différents types de conflictualité ou de modes de conflictualité dans un discours de la guerre qui est toujours ou qui doit toujours être cohérent, qui ne doit pas donner de possibilité d'espace. La guerre, c'est d'abord un discours, c'est d'abord une volonté. Merci, mon général, c'est parfait. Et il y a même 2 minutes pour faire un léger commentaire de transition avec le débat. Vous avez très bien, je dis, vous avez très bien résumé le livre parce qu'il il se trouve que je l'ai lu. Hein. Il est rare d'ailleurs que les gens qui présentent ou commentent des livres l'aient réellement lu. Il se trouve que je l'ai fait soigneusement. Et donc, vous l'avez très bien résumé, mais le livre a aussi beaucoup de, pour ceux qui aiment la petite histoire, il y a la grande stratégie, la petite histoire, et il y a aussi beaucoup d'éléments intéressants dans votre livre. Ça donne même un peu parfois une triste idée des rivalités. Alors évidemment, je racontais hier à Élie et à Louis-Marie, je racontais l'histoire de Mauriac, qui un jour parlait à quelqu'un qui était un peu désespéré de la vie courante et qui disait: Ah, j'en ai marre, je vais me retirer à la trappe. Bon. Et Mauriac lui dit: Ah, mon cher, la trappe, ne m'en parlez pas, ça grenouille, ça grenouille. Voilà, même dans l'armée. Beaucoup même, d'ailleurs. Si on en juge par les exemples que vous donnez, les jalousies, les trucs, etc. Bon, ça m'a beaucoup frappé, mais c'est la vie, hein, voilà. Euh, sur un plan plus général, bon, vous avez parlé de la grande stratégie. Moi, je sais que, je me souviens même quand j'étais très jeune, on parlait de grande stratégie. Hein. Bon, Luttwak, que j'ai très bien connu d'ailleurs, est un de mes camarades, si je puis dire, Luttwak a écrit un livre d'ailleurs de la grande stratégie. Mais l'idée de la grande stratégie, est-ce que c'est peut-être une question au passage? On ne peut pas me demander de répondre maintenant parce qu'on n'a pas le temps, ça dépend du débat, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences dans les différents concepts, grande stratégie, stratégie totale, intégrale, etc., etc. On peut se poser la question, mais ça pose une question de fond sur laquelle on va sûrement retomber dans le débat. Cette question de fond, effectivement, c'est le rapport entre la politique et la stratégie. Parce que si on prend la notion de stratégie totale, quelle que soit la définition exacte, ça veut dire qu'il faut rendre cohérent par rapport à des objectifs précis les fonctions militaires, économiques, etc., etc., etc. Bon, or ça ne peut être bien fait que par une dictature éclairée.
une autocratie, en tout cas, éclairée. Et est-ce que c'est compatible avec la démocratie? Et c'est une vraie question. Une vraie question. Alors, peut-être que ça fait justement la transition avec le débat que nous allons commencer. Alors, je vous dis tout de suite, volontairement, enfin, on a préparé la réunion dans sa structure, mais pas du tout sur le fond du débat. Et donc, je vais lancer 2 ou 3 questions juste pour commencer, que mes amis ne connaissent pas. Mais c'est un peu c'est à titre de provocation. Bon. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de commencer par ça. Vous pourrez l'introduire au fur et à mesure du débat. Bon, quand on essaye, si on se pose la question de savoir en quoi, comment les concepts, l'œuvre du général Beaufre peut être utile, peut nous être utile aujourd'hui en termes un peu opérationnels, en termes bon, le premier aspect, c'est en quoi est-ce que ça nous est utile, simplement pour comprendre la scène. Bon. Moi, je suis extrêmement frappé dans tous les innombrables commentaires depuis plusieurs années, etc. Pardon de dire ça, ça peut paraître un peu, mais je pense que beaucoup de gens qui commentent tout le temps ne comprennent pas la véritable scène qu'il y a à l'heure actuelle, parce que ça remonte à la chute de l'Union soviétique et à la façon dont le problème de la chute de l'Union soviétique a été traité politiquement. C'est le point de départ, il est là. Bon. Or ça, on en parle pas. Il y a dans tous les débats, notamment démocratie ou pas, l'idéologie, ça me frappe d'une façon terrible, si je puis dire, parce que c'est terrible. L'idéologie joue un rôle absolument dominant. Et entre l'idéologie et la propagande, et de tous les côtés, hein. La propagande, c'est pas seulement les méchants contre les bons, c'est aussi évidemment les bons contre les méchants. C'est très général. Bon, l'incompétence des politiques qui se trouvent élus, bon, le plus souvent sans avoir la moindre connaissance des problèmes extraordinairement complexes qu'ils se trouvent ensuite avoir à traiter, et avec une ignorance à l'époque actuelle, historique, absolument abyssale. C'est effrayant, etc., etc. Donc c'est le rapport entre le politique, et effectivement le général Beaufre en a fait, il n'est pas le seul, hein, l'expérience amère, et tout l'aspect d'ailleurs de Suez m'a particulièrement intéressé. Bon, je crois, et ça vaut la peine de lire son livre sur Suez. Donc, je vais le faire parce que c'est un des points qui a probablement marqué le plus, d'ailleurs, parce qu'il a à cause du rôle que vous avez rappelé tout à l'heure. Donc, il y a tous ces aspects-là. Alors, en tout cas, il faut parler de la scène actuelle et de l'interprétation de la scène actuelle, mais je ne peux pas m'empêcher non plus de poser la question, par exemple, d'envoyer 16 soldats en Groenland, c'est formidable, mais enfin, très franchement, il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il faut convoquer à 8 heures du matin un conseil de défense pour annoncer ça triomphalement? Je pose la question. Mais plus généralement, est-ce que dans l'idée de guerre, c'est un peu la provocation, je vous ai dit, la guerre de haute intensité, le Burkhardt, etc., etc., là, est-ce que c'est la guerre de demain? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand nous rencontrerons peut-être les vrais problèmes, est-ce que ce sera ça la question? On en retombe toujours sur le problème d'une guerre de retard. Où se trouvent vraiment les dangers? Voilà. Donc, ce sont juste quelques petites pistes toutes simples et toutes bêtes, hein, que je soulève en vous proposant maintenant de démarrer avec euh, sans hésiter, enfin, en tout cas, pas de langue de bois. Alors, qui attaque le premier? C'est vous, Élie, comme ça, vous Oui, faites oui, un... l'idée Voilà. était, merci beaucoup, Monsieur le Président, merci, mon général, de nous faire l'honneur de venir ici vous prêter à cet exercice. L'idée initiale était effectivement d'essayer de d'utiliser la grille de pensée et conceptuelle et justement
La force de Beaufre, vous l'avez tous les deux rappelé, est d'avoir cette forme d'universalité, cet effort de monter en universalité dans la conception de la stratégie et de se dire bah, finalement c'est sa force et donc ça devrait pouvoir nous aider à penser aujourd'hui. Alors il y a ces ouvrages historiques qui ont des enseignements, mais dans les ouvrages théoriques justement, comment est-ce que ces ouvrages théoriques nous aident à penser les problèmes d'aujourd'hui qui peuvent faire écho parfois aux problèmes qui ont été ceux de Beauf, mais qui sont malgré tout différents, et l'histoire ne se répète jamais. Mais l'effort d'abstraction qui a été le sien devrait pouvoir nous aider. Euh, Vous avez évoqué finalement le triptyque introduction à la stratégie, dissuasion et stratégie, stratégie de l'action. Effectivement, moi j'ai tendance à mettre la guerre révolutionnaire aussi, parce que finalement c'est une des déclinaisons, mais comme vous l'avez dit, son travail sur la guerre révolutionnaire est d'une certaine manière beaucoup plus ancré dans le réel et dans les cas pratiques, et donc n'offre pas la théorie de la stratégie indirecte. Même si on va la retrouver tout au long de son travail, mais elle est pensée, elle est élaborée en partie dans l'introduction, on la retrouve dans dissuasion et stratégie, et dans l'action. Mais donc, trois corbeilles sur lesquelles j'aimerais bien vous proposer de réfléchir à l'aune des problèmes stratégiques contemporains. Donc, commençons par dissuasion et stratégie. On avait ce matin même dans cette salle le commandant allié suprême pour la transformation, l'amiral Vandier, qui est venu nous parler des enjeux de l'OTAN, et il nous a parlé beaucoup de dissuasion. Et je pense il a contribué à réintroduire la problématique de dissuasion dans le débat qui se place aujourd'hui à l'OTAN, dans une stratégie générale de dissuasion et de défense. Et vous évoquiez Thierry le Groenland. Je pense que les 16 soldats déployés ne relèvent pas de la stratégie de l'action, mais justement de la question d'une certaine manière de la dissuasion ou de la réassurance, ou en tout cas, donc on est déjà sur quelque chose qui nous parle. Ce qui m'intéresse dans ce que Beaufre nous dit dans dissuasion et stratégie, d'abord, pour un penseur français parmi ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est qu'il a une approche extrêmement, donc avec Ayret, Poirier, Gallois, de façon traditionnelle, on les met ensemble, et on lit d'ailleurs dans votre biographie beaucoup de choses sur leurs relations les uns avec les autres, qui effectivement n'étaient pas toujours tant sur le plan humain, mais aussi relevaient de véritables divergences intellectuelles. Et moi, j'ai toujours apprécié Beauvre pour une prise en compte large du concept de dissuasion, intégrant aussi ce qui est devenu, euh, avec le temps, un gros mot en France, qui est la dissuasion conventionnelle, mais que l'amiral Vandier, voilà, qu'on ne peut pas critiquer pour être en dehors de l'orthodoxie, a utilisé ce matin même, et donc ouvrant de ce point de vue-là, à mon sens, le débat. Voilà, qu'est-ce que la lecture de Beaufre aujourd'hui sur dissuasion et stratégie appliquée aux problématiques de dissuasion, notamment dans le cadre de la défense collective? On n'a pas non plus cité le lien particulier de Beaufre avec l'OTAN et avec l'Alliance Atlantique, lien qui était fort, qu'il a payé aussi dans sa carrière, dans une période d'un gaullisme voilà, qui s'éloignait de plus en plus de cette approche-là. Et donc finalement, qu'est-ce que Beaufre peut nous dire de cette relation dissuasion dans ses dimensions nucléaires et conventionnelles, voire non conventionnelles, et dans son intégration avec l'OTAN? Moi, c'est ça qui m'intéresse pour le premier point. Ensuite, parlons stratégie de l'action, et puis pour finir, stratégie indirecte et les notions de paix-guerre qui me semblent être effectivement un apport conceptuel. Alors, c'est un point majeur et j'invite tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là lire Dissuasion et stratégie. Je disais tout à l'heure que l'introduction à la stratégie est une vitrine. En réalité, les deux derniers chapitres de l'introduction à la stratégie ouvrent sur les deux autres livres. C'est-à-dire que le chapitre 3 de l'introduction à la stratégie, qui s'appelle Stratégie atomique, est intéressant, on le lit très bien. Finalement, il n'y a pas beaucoup
de caractère anguleux, mais quand on lit dissuasion et stratégie, c'est un petit peu plus raide, hein, et ça a provoqué beaucoup de débats, notamment des réactions courroucées dans les paradoxes de la paix, par exemple, de Gallois, où il répond à Beauf en disant vous vous trompez complètement. Donc le débat commence à ce moment-là, et Beauf rectifie certaines de ses positions dans les 2 autres livres. En particulier la relation entre stratégie totale, puisque Aron lui dit si la stratégie est totale, c'est de la politique, si c'est tout. Alors, il invente la politique totale. Alors tout le monde rit en disant bah oui, enfin c'est la définition de la politique en fait. Donc là il revient et dit oui effectivement, j'ai peut-être été un peu trop loin. Donc le qualificatif total est quelque chose qui lui a été reproché d'ailleurs à plusieurs égards. D'abord par Lidlard qui lui dit après la Deuxième Guerre mondiale, utiliser le mot total c'est quand même pas très bien. Et puis d'un point de vue intellectuel parce que qu'y a-t-il en dehors de la totalité? Ben, rien. Et s'il n'y a rien, ben, en fait, ça se rapproche quand même beaucoup du politique. Et donc, dans un livre qui est la stratégie de l'action, Beauf revient sur sa définition de la stratégie totale pour retirer des aspects de la stratégie, pour dire la stratégie, c'est toujours un peu plus petit quand même que le politique. Bon. Mais la frontière demeure. Mais la frontière demeure. Mais la frontière demeure. Dans dissuasion et stratégie, il va en réalité assez loin dans sa posture, sous 2 angles. Le premier, c'est de penser la dissuasion de façon cohérente dans toutes ses dimensions, pour dire, et c'est ce que j'appelle l'intégration verticale, il doit y avoir une cohérence dans le discours de la guerre. L'homme politique qui porte la dissuasion la porte une et entière, pas par petits bouts, pas en pièces. Et donc, Beauf travaille une architecture qui pense la dissuasion nucléaire, les moyens conventionnels et ce qu'il appelle la dissuasion populaire, c'est-à-dire la capacité d'un peuple à envoyer un message à un autre pour dire ça ne va pas être très simple si vous venez. D'où l'intérêt très important du général Beauf, d'ailleurs, qui est mort en Yougoslavie alors qu'il donnait une conférence pour l'organisation yougoslave. Et pour tous ceux qui ont servi en ex-Yougoslavie, pour ceux qui sont de ma génération, ils savent très bien que même après le délitement de la Yougoslavie, la mort du maréchal Tito, vous ne pouviez pas faire 10 km en Yougoslavie sans que la totalité de l'obstinat de la région le sache, parce qu'il y a un système de renseignement, de réaction, de connaissance de ce qui se passe sur le terrain qui remonte très vite. Vous ne pouvez pas traverser la Yougoslavie avec 2 armes longues dans votre voiture, vous n'allez pas très loin. Et donc, cette dissuasion qu'il appelle populaire, c'est pas tellement ou c'est pas uniquement la manière dont une nation s'organise, c'est la manière dont votre adversaire sait que vous êtes organisé comme ça, puisque le principe de la dissuasion, il est que la valeur de votre dissuasion est dans le regard de l'autre, la crédibilité. Donc c'est la crédibilité de votre organisation. Au niveau conventionnel, dans Stratégie pour demain. Donc une dissuasion populaire qui relevait de la dissuasion par déni, c'est-à-dire de la capacité à convaincre l'adversaire qu'il ne parviendra pas à ses fins, non pas tant par la punition qu'il recevrait que par finalement son incapacité à imposer sa volonté. Avant que vous repreniez la suite, je ne résiste pas à la tentation, parce que vous avez suggéré que nos 16 envoyés au Groenland contribuaient à la dissuasion contre, si j'ai bien compris, le président Je ne vous demande Trump pas par la dissuasion lui-même. par déni. Alors, bon, si on parle de crédibilité, mais enfin, peut-être que c'est une petite parenthèse. Alors, comme il y a l'ancien commandant de la brigade des chasseurs alpins, j'insiste sur le fait que ce sont des chasseurs alpins, donc il y a peut-être une valeur ajoutée particulière au fait qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont des capacités plus importantes. Pour revenir sur la question de l'architecture verticale, dans Stratégie pour demain, Beaufre essaie de voir dans quelle mesure, sur le théâtre Centre-Europe, qu'il connaît très bien, puisqu'il a été dans l'OTAN à plusieurs reprises, il a été dans le début des années 50 à la tête du groupe d'études tactiques interalliés où il a réfléchi sur l'organisation de la défense du théâtre Centre-Europe. Il a ensuite été l'adjoint logistique de SHAPE avant d'avoir été au groupe permanent à Washington. Donc il est très atlantiste et d'ailleurs il est, comme Élie l'a souligné, pointé du doigt pour cet atlantisme. Et il réfléchit dans Stratégie pour demain de la manière dont on peut donner aux forces conventionnelles une capacité dissuasive plus importante alors même qu'elles ne sont pas assez nombreuses par rapport à l'espace du théâtre. Et à cela, il trouve une solution qui sont les armes nucléaires tactiques, qui pour le coup ne sont pas stratégiques, qui sont vraiment dans l'emploi des forces, mais quelqu'un que nombre d'entre vous ont lu, qui est Guy Brossolet dans La non-bataille, cite Stratégie pour demain en disant mais en fait, il faut donner aux forces conventionnelles la capacité à se diluer sur le terrain pour absorber l'énergie de l'attaque soviétique et donner le temps aux politiques de rentrer dans un dialogue du niveau stratégique à bon niveau.
et ne pas avoir ce qui était prévu, des unités tactiques qui sont simplement détruites trop rapidement et qui ne sont pas capables d'offrir l'espace de la discussion du niveau supérieur. Et de ce point de vue, Guy Brossolet, qui a pourtant été très critiqué pour son travail, dilue les unités sur le terrain pour en réalité arrêter en quelque sorte l'énergie du dard adverse et donner la possibilité à ce que les forces conventionnelles aient un sens dans la dissuasion au sens le plus global. Donc c'est une interprétation qui est faite de stratégie pour demain par Guy Brossolet et qui de ce fait est à mon avis extrêmement intéressante. Donc, cette intégration verticale, c'est la capacité à penser la dissuasion une et unique dans toutes ses composantes. Et ce qu'il dit au début de Stratégie pour demain, qui est un texte extrêmement intéressant, écrit en 72, c'est d'un côté la doctrine Sokolovski d'attaque très dure des forces soviétiques, de l'autre côté des annonces américaines à l'époque de retrait d'Europe, et de son point de vue, une doctrine qui manque de cohérence parce qu'elle elle présente des écarts, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des trous dans le parapluie ou une capacité à passer sous le parapluie. Et donc, il définit, il met en exergue la nécessité d'avoir une cohérence globale dans le discours de la guerre. Deuxième chose qui est extrêmement intéressante et qui l'oppose aux autres penseurs, c'est de dire, bien sûr que la dissuasion nucléaire, et il l'écrit d'ailleurs dans l'OTAN et l'Europe, a un caractère particulier. Néanmoins, on ne peut pas penser la dissuasion sans penser les alliances. Et donc, c'est ce que j'appelle l'intégration horizontale, c'est se poser la question de la manière dont on articule le fait de posséder l'arme au niveau stratégique et le fait de disposer quand même d'alliés qui existent. Et tout ne disparaît pas parce qu'on possède l'arme atomique. De ce point de vue-là, il s'est mis dans une position assez hétérodoxe du point de vue des autres penseurs de la dissuasion, même si je pense que la conférence d'Ottawa, qui a reconnu l'existence de la force de frappe française, a été d'une certaine manière une reconnaissance de ce que Beaufre portait comme idée. Et sur le rapport entre conventionnel et nucléaire, l'importance chez Beaufre, contestée par d'autres penseurs français de la dissuasion, d'avoir la valeur retardatrice d'une certaine manière du combat, de manœuvre conventionnel, alors qu'il soit dissuasif ou non, mais en tout cas pour crédibiliser le seuil nucléaire, là où un Poirier dit non, finalement, la seule valeur de l'armée conventionnelle est de donner une information sur l'intention de l'adversaire, et aussi, à mon avis, quelque chose qui nous interroge très clairement dans les plans de défense tels qu'ils se discutent actuellement au sein de SHAPE, de l'Alliance Atlantique, plus à l'est des théâtres de l'époque, mais avec des équilibres de force qui rappellent par certains aspects. Parce que les Russes sont plus faibles que les Soviétiques, mais finalement, les forces de l'OTAN conventionnelles aujourd'hui, dans leur capacité à générer de la manœuvre, sont aussi bien aménagées. Ce qui nous dit aussi de la cohérence dans son nouveau modèle, parce que quand on observe ce qui se passe à l'Est, les catégories ne sont pas aussi marquées qu'on l'imagine. Lorsqu'on tire un type de missile qui pourrait porter mais qui ne porte pas, on rentre en fait dans une ambiguïté et dans une incertitude, on génère une incertitude qui profite de ces interfaces entre les différentes catégories, là où, de façon un peu scolaire ou académique, on a tendance à ne voir qu'un aspect de la stratégie en les séparant les uns des autres, là où des dimensions conventionnelles, nucléaires ou hybrides sont complètement composites et complètement composées en quelque sorte. Et on a probablement perdu cette lecture du composite pour voir les choses simplement par catégorie. Là aussi, il y a des effets de mode et nous en sommes un peu le produit, nous qui avons passé 20 ans sur les théâtres d'opération à faire de la contre-insurrection, à imaginer que rien d'autre n'était possible. Ouais. Aujourd'hui, on a une espèce de balancier qui repart dans l'autre sens. Il ne faudrait pas qu'on imagine que l'autre sens, il n'y a plus que ça de possible. En réalité, c'est la combinaison de ce que Beaufre appelait la guerre. Et ça le faisait rire, en fait. Il disait la guerre n'a jamais été chimiquement pure. Ça n'existe pas. La guerre est un caméléon, évidemment, et donc toutes les compositions sont possibles. C'est ces compositions-là qu'il faut détecter plutôt que de penser tout nucléaire
tout conventionnel ou tout contre-insurrection, qui a été quand même notre doctrine principale pendant 20 ans, jusqu'à réduire toutes les autres capacités. Absolument. Petite remarque incidente. Vous avez mentionné déjà 2 fois au moins depuis le début de cette séance, et vous mentionnez beaucoup dans votre livre les accords d'Ottawa de 1974. Bon, il se trouve que je les ai vécus moi-même, de très près même, et l'artisan qui est diplomatique de ces accords, c'était François Desroses, l'ambassadeur François Desroses, dont je me trouve avoir été un ami depuis mon entrée au Quai d'Orsay jusqu'à sa mort, bon, pas 102 ou 103 ans. Et alors, effectivement, la question que je pose, c'est que je ne me souviens pas. Vous le mentionnez, il y a peut-être un rapport aussi avec Beaufre, mais moi, dans mes discussions avec François Desroses à l'époque, je ne me souviens pas qu'il ne m'ait jamais mentionné le nom de Beaufre. Dans le cadre de mes discussions, puisque j'ai vécu cette période, et c'était évidemment vue par le Quai d'Orsay à l'époque, c'était beaucoup plus politique que stratégique. Pourquoi? Parce que 1974, c'est évidemment l'élection de Giscard. Hein. C'est l'élection de Giscard après. Si je dis ça, je pense que ce n'est pas totalement inintéressant parce que on en revient au rapport entre politique et stratégie au sens militaire, hein, même ça. Parce que Pompidou était encore sur ces plans-là, il n'était pas très à l'aise d'abord, et il ne voulait surtout pas trop toucher à l'héritage du général de Gaulle. Mais l'élection de Giscard, ça a été le signal d'un virage, on va dire, atlantiste. Bon. Et moi, je vous dis, je l'ai vraiment vécu parce que le centre d'analyse et de prévision, CAPS, aujourd'hui, a été créé en avril, en fait, 1973, donc sous Pompidou. Moi, c'est Jobert qui m'a fait venir. Mais j'ai vécu la transition, évidemment, avec Giscard, et j'ai participé d'ailleurs au changement majeur de cette époque. Alors, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que je ne pense vraiment pas que les considérations proprement stratégiques aient joué un rôle majeur dans cet accord qui a été essentiellement politique, mais auquel les Américains, et là encore je vous parle de mon expérience personnelle, n'avaient pas accordé une importance particulière, autre que de, si j'ose dire, faire plaisir à Giscard. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce que je vous dis? Alors, très modestement, parce qu'à l'époque, j'étais né, mais à l'âge que j'avais, je n'étais pas du tout au CAPS. Néanmoins, deux petits éclairages. D'abord, François Peut-être Desroses rappeler ce qu'est la déclaration d'Ottawa sur les dissuasions nucléaires, donc indépendantes françaises et britanniques, qui contribuent à la dissuasion globale de l'Alliance, voilà, de façon indépendante, mais alors j'ai plus la formulation, évidemment, chaque mot compte dans ce type de déclaration. Donc, j'ai pas révisé ma déclaration d'Ottawa, mais il y a la notion de dissuasion indépendante française et britannique qui contribue à la dissuasion générale de l'Alliance, sans pour autant renier leur propre Et derrière indépendance et leur ça, propre marge. et derrière ça, il y avait les débuts de l'arms control, parce que le grand problème dans les années immédiates, dans ces années-là, c'était que les armes françaises et britanniques soient Ouais, comptabilisées ouais. dans les accords. Donc il y avait la maîtrise d'armement, l'arms control qui jouait, je crois, le rôle dominant Et en c'était réalité. aussi la manière pour la France d'expliquer que tout en n'intégrant pas le groupe des plans nucléaires, ce qu'elle aurait pu faire et ce qu'elle pourrait toujours faire, sans pour autant faire partie du commandement intégré, puisque le groupe des plans nucléaires ne fait pas partie de la structure de commandement intégré, mais bien une structure politique de niveau ONAC. Mais malgré ce choix français de ne pas intégrer le groupe des plans nucléaires, la France participait malgré tout à la dissuasion de l'Alliance. simplement la première, c'est que François Desroses et le général André Beaufre se connaissaient d'Afrique du Nord, en réalité, donc ils s'étaient déjà connus. Voilà, donc je ne peux pas certifier, évidemment. Je sais simplement
pour avoir retrouvé dans les archives de la famille un certain nombre de documents que, après Ottawa, il était en quelque sorte à la fois satisfait et un peu aigri de constater que ce qu'il avait écrit dans Dissuasion et stratégie, puisque dans Dissuasion et stratégie, le livre est divisé en deux parties. La première partie est une description d'une trop grande stabilité des dispositifs de part et d'autre, c'est-à-dire entre le côté américain et le côté soviétique. Et la deuxième partie du livre, c'est de dire qu'en introduisant un perturbateur que d'autres qualifieront de détonateur, lui estime qu'en étant une puissance indépendante mais alliée à un des deux, on augmente l'incertitude parce qu'on crée en fait des conditions de calcul qui sont beaucoup plus complexes et qui rajoutent de l'incertitude au-dessus du seuil. Et c'est tout ce qui démontre en fait dans Dissuasion et stratégie, et qu'on lui nie en disant mais non, il faut absolument pas faire ça, et qui finalement se retrouve acté d'une certaine façon à Ottawa, sans qu'il soit présent à Ottawa du tout. D'ailleurs, c'est pas. Et c'est encore l'argument qui aujourd'hui est mis en avant et dans les débats entre alliés, quand certains alliés demandent aux Français, mais finalement, pourquoi vous n'êtes pas dans le groupe des plans nucléaires, ou pourquoi, à quoi sert votre dissuasion indépendante pour nous? C'est cet argument qui est un argument stratégique et non politique au sens, encore une fois, étroit de chaque terme, qui est de dire, mais on est sur la relation avec l'adversaire, on complique le calcul de l'adversaire, et donc on affecte, et donc on renforce la dissuasion. Est-ce que vous permettez, comme je crois que vous n'avez pas monté entièrement le scénario de la discussion, je crois. Bon. Pas du tout. Alors, je pense que pour un certain nombre de nos amis, parmi les non-militaires qui sont ici, peut-être que la discussion actuelle devient un petit peu trop théorique, si je puis dire. Bon. Ou abstraite, enfin appelez ça comme vous voulez. Moi, ça ne me gêne pas du tout, mais c'est là. Mais moi, je voudrais, dans la foulée de ce qu'on vient de dire, poser la question des débats actuels, tout à fait actuels, sur le partage des situations dans une Union européenne dont l'unité sur les questions vitales n'est pas tout à fait évidente. Bon. On voit d'ailleurs tous les jours, chacun fait sa politique dans son coin. Madame Mélanie, qui est très maligne d'ailleurs, actuellement en Chine, etc., etc. Bon, chacun fait ses petits trucs dans son coin. Et là, on parle de choses les plus fondamentales. Bon, alors, à l'époque de mes débuts, figurez-vous, c'est quelque chose qui n'a pas été connu, mais Gergorin, qui était mon adjoint, et moi avons été priés d'établir des relations avec l'Angleterre, Lord Carrington, hein, sur la question éventuellement de ce qu'on n'appelait pas encore un partage de la dissuasion nucléaire. Et tout ceci avait rapidement abouti à une clôture du dossier. Bon. Et l'idée même qu'on puisse partager la dissuasion nucléaire entre des alliés qui avaient quand même un lourd passé historique de différences et qui, pour le moins qu'on puisse dire, ne formaient pas une nation, ça paraissait totalement farfelu là. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qui permettrait de prendre cette idée-là plus sérieusement? Je vais répondre, et puis après, je vois que Hervé a préparé une citation, non, je pense que le terme de partage continue à ne pas être sur la table, ce qui a été évoqué par le président de la République dans son discours de l'école militaire de février 2020, et réaffirmé dans un certain nombre de documents, y compris récemment dans la Revue nationale stratégique, c'est la dimension européenne des intérêts vitaux de la France, susceptible de mettre en jeu la dissuasion nucléaire souveraine et nationale française. Et donc, on ne partage pas la décision, et ça c'est évident pour des raisons de crédibilité, on ne partage pas le financement On non partage une plus. notion d'intérêt vital. On affirme que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, et donc par définition ne se limitent pas au strict territoire national métropolitain. Ça, c'est une réalité. C'est crédible pour qui Bah, veut le prendre ainsi. et c'était déjà quelque chose qui était présent
sous le général de Gaulle, à l'époque où on avait un corps d'armée français en Allemagne et où la protection des approches du territoire national pouvait tout à fait relever des intérêts vitaux sans même qu'un soldat soviétique ait mis son pied sur le territoire national. L'idée était bien de pouvoir démontrer que la France se réservait la capacité de mettre en œuvre On sa a introduit dissuasion. l'arme stratégique, Absolument. justement. Donc, ça veut dire qu'on a introduit ce qu'on refusait. Alors, vous avez le livre. On a introduit ce qu'on refusait totalement avant, c'est-à-dire une politique d'échelons, les échelons de la dissuasion. Bon, donc, on l'a toujours critiqué les États-Unis en disant que leur engagement pour la défense de l'Europe n'était pas crédible, effectivement, pour cette raison-là, mais nous l'avons fait nous-mêmes à notre échelle en introduisant l'arme stratégique. Alors, enfin, puis après, je laisse à Hervé, mais ma connaissance et la notion d'arme très stratégique qui a fait débat, mais en tout cas qui aujourd'hui se présente sous la notion d'ultime avertissement, c'est que on conçoit que l'adversaire pourrait, dans certaines circonstances, se méprendre sur la définition de nos intérêts vitaux. Et donc, nous avons un mécanisme qui est unique dans les doctrines de dissuasion dans le monde, qui est d'avoir un ultime avertissement, qui peut être de nature nucléaire et qui est unique et non renouvelable, dans lequel on pourra envoyer le message très clair que oui, il est entré dans le domaine des intérêts vitaux, et donc c'est pour donner une dernière chance à la dissuasion de s'accomplir. Mais ce n'est pas forcément un échelon dans le sens où on n'envisage pas de guerre nucléaire limitée avec des armes nucléaires tactiques, mais bien sur quelque chose qui relève encore d'armes stratégiques, mais d'envoyer un message. Voilà. Mais Hervé. C'est même d'une certaine manière pour Beauf l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, très stratégique est justement là parce qu'il n'y a pas d'échelon. Et donc on l'a d'ailleurs un peu critiqué pour le fait qu'il introduisait des armes nucléaires tactiques au niveau conventionnel, en fait, dans le combat, mais pas du tout dans une dimension de dissuasion. Il est une dimension pour compenser la faiblesse des armements conventionnels. Et on l'a accusé, parce qu'il était plutôt atlantiste, d'avoir une vision de riposte flexible, ce qu'il n'avait pas du tout. Et au contraire, le fait de ne pas avoir de riposte flexible invite à avoir un dispositif juste préalable au déclenchement de ce qui serait vraiment une frappe majeure pour pouvoir alerter en quelque sorte sur ce qui va se produire et éviter une sorte d'incompréhension ou un déclenchement par erreur. En quelque sorte. Donc chez Beaufre, c'est vraiment ça, mais comme c'est un peu effectivement subtil, ça a été décrit comme étant un modèle proche de la réponse flexible, parce que ça n'était pas du tout. Je voulais juste simplement insister sur ce livre qui est probablement assez peu connu, qui s'appelle L'OTAN et l'Europe, qu'il a écrit lui-même, il le dit assez vite, en 1966, au moment, bien entendu, où on quittait la France, quittait le commandement intégré, et dans lequel il y a un chapitre complet sur il appelle ça le problème du partage des responsabilités nucléaires, et ça a fait l'objet à la fois d'articles qui ont été publiés. Je crois que d'ailleurs l'article doit être dans Politique étrangère, pour être précis. Il a été traduit également en anglais. Et dans ce livre, Beaufre rappelle à ses amis américains qu'il a été de tout temps très proche. Alors d'abord, je le dis, il a été traducteur lorsqu'il était à la fin de son adolescence pour la Première Guerre mondiale. Il y avait des troupes stationnées pas très loin de là où il habitait, et donc il a servi de traducteur. Et puis proche de Lidl Art, ses œuvres ont été traduites en anglais très rapidement, vues, lues. Il a été, je l'ai dit, à différentes reprises dans des responsabilités de l'OTAN, ce qui explique ce livre qu'il écrit très vite en 66 pour dire qu'il ne faut surtout pas couper les ponts complètement, on a absolument besoin de vous. Et le thème général du livre, c'est de dire qu'on ne peut construire l'Europe de la défense qu'en partant en quelque sorte et en étant en lien ou allié avec l'OTAN. Mais dans ce passage, je voudrais simplement vous dire quelques mots. Donc là, Beaufre, dans ce point précis, reconnaît que l'obstacle principal provient de ce qui ne paraît pas possible de partager avec qui que ce soit l'exorbitante responsabilité de la catastrophe nucléaire. En revanche, il dit, et je pense que ça peut être un élément de réflexion qui rejoint tout à fait ce que Élie vient de dire, le partage des responsabilités nucléaires qui auparavant visait le temps de guerre tend aujourd'hui à prendre surtout l'aspect d'une coordination prévue
et concertée des stratégies nationales en temps de paix. C'est-à-dire que dans ce livre, il reconnaît qu'il ne peut pas y avoir de possession autre que nationale, que déclenchement autre que national, mais qu'en amont de ce qui devrait être ce qu'on veut absolument éviter, des stratégies doivent se concerter. Et donc, dans les stratégies, il faut évidemment entendre des intérêts, puisque s'il n'y a pas d'intérêt défini, il n'y a pas de Et stratégie. je prends au mot la notion de coordination, que je n'ai pas du tout relu ce livre, mais il y a eu une déclaration, la déclaration de Northwood franco-britannique cet été, qui rappelait un certain nombre de points de doctrine, notamment la déclaration de 95 de Chequers, qui disait, et la formulation est intéressante, que chacune des deux nations, la France et la Grande-Bretagne, non pas ne partagent pas leur dissuasion, mais ne conçoivent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un soient menacés sans que ceux de l'autre le soient aussi. Donc on est sur une convergence de la définition des intérêts vitaux, cette définition restant ambiguë volontairement pour ne pas laisser à l'adversaire la capacité de jouer avec. En revanche, et Northwood rajoute cet été que les deux nations envisagent de pouvoir coordonner leur dissuasion, de manière à renforcer leurs effets, tout encore une fois, sans partage et avec des chaînes de décision qui restent strictement nationales. Et là, à mon sens, là, on a la démonstration qu'on est bien sur une pensée de Beauve qui a son actualité. Avec néanmoins, puisqu'on parlait de 2020, un débat qui est ouvert réellement depuis 2020, mais qui n'était pas du tout avant. C'est-à-dire que ce que je viens de lire était considéré comme absolument hors débat. Aujourd'hui, la solution est peut-être pas trouvée, en tout cas le débat est là, et de fait, il l'était déjà ouvert. Est-ce que vous me permettez de faire un peu l'avocat du diable, puisque nous, en fait, du diable. Bon. Euh, une des choses aussi, moi, j'ai orienté ma vie, je pense que j'aurais pu me pénétrer complètement dans les délices de toutes les finesses de la stratégie. Encore une fois, c'est une tendance même naturelle pour un mathématicien, à la limite, parce qu'on peut compliquer indéfiniment et ça donne des jouissances intellectuelles réellement très grandes. Moi, j'en suis parfaitement conscient. Mais par exemple, Élie vient de prononcer un mot de coordination. Vous avez parlé des. Je ne sais pas que c'était le mot coordination là-dessus, mais on comprend cela. Des nations. Mais attendez, qui sont les gens qui discutent de ces problèmes? Ce sont des gens qui passent leur journée entière à spéculer là-dessus. Bon. Je suis certain que les chefs d'État, etc., encore une fois, la plupart du temps, ils arrivent au pouvoir sans avoir du tout réfléchi à ces questions, même aux aspects infiniment plus élémentaires que les questions dont on parle. Et je suis pas sûr qu'ils comprennent la portée même de tout ce qu'ils discutent. Et le jour où il y a vraiment une guerre, etc., alors là, c'est où on n'est plus stratégiste, mais stratège, où on doit raisonner en temps réel, je crains que beaucoup des gens qui peuvent avoir été très forts dans leur spéculation en chambre par beau temps gardent l'esprit, vous voyez, clear-minded under stress, hein, comme on dit souvent, c'est la notion du caractère, le caractère, hein, rester clear-minded under stress. Je ne suis pas absolument certain qu'on récapitule tout ça pour... Vous voyez, je suis en train de soulever des fondements même de toute réflexion concernant la stratégie nucléaire. Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un degré de complexité de sophistication, on peut continuer indéfiniment à complexifier ça. La théorie des jeux, hein, je connais un peu la théorie des jeux dans sous ses formes mathématiques, même les plus avancées, comme on est allé très loin. Alors vous raisonnez maintenant en théorie des jeux mathématiques sur la répétition de jeux à l'infini, vers quoi ça tend asymptotiquement en fonction d'hypothèses de plus en plus complexes. Bon, tout ça est extrêmement jouissif intellectuellement, mais et devient, si on le prend trop au sérieux, un peu dangereux. Alors, est-ce que, vous voyez, ma question, c'est les limites, même du point de vue proprement stratégique, les limites d'un certain degré de sophistication.
Moi, j'aime bien quand je lis, par exemple, je l'ai lu celui-là, Le temps et le rap, en son temps. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'était un peu encore à l'état naissant, tout ça. Donc, il y avait justement, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites qui correspond un peu aux réflexions d'hommes très intelligents, mais qui sont un petit peu au début de la réflexion sur tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas, c'est une vraie question, une vraie inquiétude, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un degré de sophistication qui peut-être peut ruiner même les bases de l'édifice? Le général Pierre qui a été impliqué à un moment dans sa carrière sur la préparation des conseils de défense, je pense, voilà, peut aussi nous aider là-dessus. C'est-à-dire que, bon, les chefs d'État décident ce qu'ils peuvent décider dans les conditions qui sont les leurs et avec les informations qu'ils leur donnent et les conseils qu'ils peuvent recevoir. Et c'est l'une des fonctions du militaire que de donner les outils, y compris conceptuels, parce qu'il y en a, du politique pour décider. Et je me bornerai juste à dire que les questions qui se posent en France sont aussi celles qui se poseront chez l'adversaire. Et de ce point de vue-là, c'est aussi ce qui a démontré voilà, si la dissuasion ne marchait pas, on avait de nombreuses décennies de guerre froide pour nous le démontrer. Peut-être 3 remarques complémentaires. La première, c'est que je vous invite à lire ces livres-là parce que le général Beauve s'exprime justement dans une langue qui est extrêmement simple et facile à lire. Il est vraiment incroyable à lire. D'autres penseurs le sont beaucoup moins. Je ne sais pas s'il y a des adeptes du général Poirier, mais Poirier, parfois, c'est un peu compliqué. Là, le général Beauve, honnêtement, l'introduction à la stratégie, vous pouvez le lire en 1 heure et demie, et si vous n'avez jamais appris ni aucune notion de stratégie, ça vous semble une grande évidence, une grande transparence. Mais la plupart de ces livres sont comme ça, tous ces livres sont comme ça, et vraiment, il est extrêmement simple d'approche, de compréhension. Le deuxième point, mais là je rejoins Elie, c'est que d'une certaine manière, c'est mon avis, mais on peut se désespérer de la complexité. Et néanmoins, les choses sont là et comme on dit dans les modèles, on ne peut pas les désinventer en quelque sorte. La situation est là et la situation impose de sortir de la situation par quelque chose. Et donc, on pourrait revenir à l'état préhistorique de la réflexion. Le fait est que ce n'est pas le cas et qu'on est obligé de faire, nous les praticiens ou les stratèges, avec ce qui est en regardant devant. La troisième chose, mais ça, Elie l'a dit, et ça m'avait beaucoup frappé lorsque j'étais pendant 3 ans à préparer, en tout cas des dossiers, modestement, je n'ai pas assisté au Conseil de défense, et ce n'est pas moi qui décidais évidemment, mais qui préparait les dossiers. Et là, je rejoins la question de la cohérence de la chaîne. Ça veut dire que chaque niveau a sa place et que le but de la guerre, le but dans la guerre, c'est pas la même chose et que les actions tactiques, c'est pas la même chose non plus. Et donc, si vous n'avez pas à un certain niveau des réflexions du bon niveau, ben, vous êtes soit pas alimenté correctement, soit bah, vous avez les niveaux tactiques qui remontent, ce qui est le livre de Simpson sur War from the Ground Up, dans lequel il dit, quand il n'y a rien au-dessus, ben, le niveau tactique le remplit mécaniquement. C'est-à-dire que ce que vous faites sur le terrain devient l'intérêt collectif, et vous voyez des gens dont ce n'est pas du tout la responsabilité qui s'intéressent de savoir si on va déplacer une compagnie de 50 km à 25, alors que leurs responsabilités sont bien d'autres. Et donc, si chacun occupe ses responsabilités à bon niveau, peut-être qu'on peut dégager de la bande passante intellectuelle pour que le chef qui incarne quand même la dissuasion dans son discours, et le problème c'est bien de mon point de vue qu'il n'y a que lui pour parler, et donc il est ce qu'il est, mais il n'y a que lui qui peut parler. Comment est-ce il est aidé, il est appuyé, il est préparé pour avoir ce discours de force, de crédibilité. De fait, si l'autre le reçoit pas comme un discours crédible, ça n'a pas de valeur. D'où la question d'incertitude et Bien sûr. le fait que... Bon, je crois qu'il est 7h et quart, donc on va consacrer comme prévu le dernier quart d'heure. Je voudrais juste vous dire comme transition que parmi les personnalités que j'ai eu la chance de connaître, là je parle un peu en patriarche que je suis ici, bon, c'était Albert Volstetter que j'ai extrêmement bien connu, j'ai même travaillé avec lui à un certain moment, et qui était un homme, lui c'était un logicien, il était mathématicien, mais c'était un logicien, il pensait, mais en même temps il était extrêmement appliqué. Et je veux dire qu'il était extrêmement concret. Et je pense que la raison pour laquelle nous butons, nous, Français ou Européens, sur tant de difficultés, c'est précisément notre infériorité, on va dire, structurelle, on va dire conventionnelle au sens le plus large du terme.
Mais pour les Américains, dans la petite expérience que j'ai pu avoir, particulièrement pour le Stetter, il passait, alors évidemment, il est très connu comme l'homme qui a posé dans un article célèbre le concept de stratégie de seconde frappe. Mais donc, il était un pionnier aussi dans la pensée de stratégie nucléaire. Mais son activité était beaucoup plus importante dans le domaine conventionnel. Et les forces, la supériorité conventionnelle, c'était au cœur de la stratégie, de la pensée stratégique d'un Volstetter. Et en fait, me semble-t-il, de la pensée américaine, parce que c'est-à-dire, la pensée soviétique et ce qui l'en reste sous la forme russe est également extrêmement conventionnel. Et donc, le défi que nous avons, nous, Européens, est peut-être là. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, sociales, parce que je ne suis pas sûr que les nations européennes soient prêtes à sacrifier leur bien-être pour augmenter considérablement les forces conventionnelles au sens là. Et, me semble, et je me demande s'il n'y a pas là un niveau de réflexion aussi qui mériterait approfondissement. En tout cas, on va ouvrir maintenant la discussion. Je crois que le mieux pour que dans le quart d'heure qui nous reste, disons exactement un quart d'heure, le mieux c'est que celles et ceux qui voudraient prendre la parole le fassent de façon concise, de manière de sorte que nos orateurs puissent répondre. Donc, qui souhaite intervenir? Je vous en prie, monsieur. Merci. Général Chollet. Merci, moi, Général. Une question très courte. Vous avez consacré un ouvrage sur le général Beaufre. Est-ce que c'est parce que vous êtes reconnu en lui davantage que Poirier, que Aron ou d'autres, et que vous êtes un de ses apôtres dorénavant? Et autre question rapide, le général Burkhardt a introduit compétition, contestation, affrontement pour justement sortir de la dualité paix-guerre. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre très, très court. Oui, pour la première question. Même si j'essaie dans mon travail d'être relativement critique, ça veut dire que, et la famille le sait, dans la biographie, je ne fais pas une hagiographie, j'ai essayé de ne pas faire ça. Et sur les concepts, je les conteste aussi, notamment la stratégie totale, les limites de la stratégie totale. Donc oui, je suis un adepte parce que je pense vraiment que c'est la pensée la plus complète, la plus globale. Mais j'essaie d'avoir quand même un regard critique. Sur le deuxième point, à l'époque où le général Burkhardt, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, avait écrit ce concept-là, j'avais marqué dans la marche Péguerre. Merci. Autre question, juste derrière, oui. Bonsoir. Général, vous avez évoqué Lidl Art et un des thèmes favoris de Lidl Art, c'était l'approche indirecte. Est-ce que le général Beaufre avait une vision différente ou complémentaire? Alors, de mon point de vue, il a été très séduit par l'approche indirecte, même si chez Lidl Art, l'approche indirecte, on la conçoit beaucoup sous l'angle de la manœuvre. C'est-à-dire, c'est une approche sur le terrain. Au lieu d'affronter le cœur de force de l'adversaire, on va chercher, il appelle ça la ligne de moindre résistance, mais c'est vraiment sur le terrain. Bon, c'est opératif, tactico-opératif. Beaufre va chercher le concept de stratégie indirecte et il le met au niveau supérieur. C'est-à-dire que la stratégie totale peut être indirecte. Et je n'ai pas insisté, on n'a pas eu le temps, mais il est très étudié notamment en Chine et à Taipei. Je suis en relation avec l'université de Taipei. L'introduction à la stratégie a été traduite dans nos nombreuses fois et beaucoup étudiée, notamment parce que il retrouve des résonances sur ce qu'on appelle les transformations silencieuses, le fait qu'on peut amener une situation au point où elle va basculer d'un coup et on ne sera pas obligé d'avoir la bataille décisive majeure. Et c'est ça que recherche Beaufre en quelque sorte. C'est par la stratégie indirecte amener aux conditions de l'effondrement. Et c'est pas pour rien si dans l'ensemble de son œuvre, il n'arrête pas de citer le maréchal de Saxe qui disait le plus grand des généraux est celui qui aura réussi à gagner la guerre sans livrer la bataille. Et ça ring a bell à l'université de Taipei où les gens se disent bah tiens en fait ça rappelle quand même un certain nombre d'auteurs asiatiques. Absolument. Si je peux compléter là-dessus, Lidl Art, donc, qui est écrit dans les années 30, au moment où il développe sa notion de stratégie indirecte, est en fait ce que Beaufre va raffiner en disant oui, il y a différentes formes de stratégie directe,
et d'où vous avez évoqué le terme d'approche indirecte. Et en fait, la stratégie indirecte de Lidl Art chez Beauvre devient une stratégie directe d'approche indirecte. Donc c'est la manœuvre. On utilise les forces armées pour parvenir aux objectifs militaires principaux. Donc c'est une stratégie directe au niveau stratégique, mais l'approche est indirecte, donc la manœuvre, le ventre mou, enfin, que ce soit sur le plan géographique, la surprise, etc. Donc c'est de l'approche indirecte. En revanche, Beauvre développe vraiment ce qui est finalement assez peu développé chez Lidl Art, en tout cas dans stratégie, mais peut-être dans des écrits plus tardifs post-Seconde Guerre mondiale de Lidl Art sur la stratégie indirecte, qui utilise principalement des moyens non militaires pour parvenir aux objectifs politiques. Et donc là, on retrouve finalement les intuitions de Beauvre sur Péguerre, sur ce qu'on appellerait, mais je voulais faire parler Hervé Pierre là-dessus, mais on n'a pas eu le temps, ce qu'on appelle aujourd'hui des fois la guerre hybride, sur l'arsenalisation d'un certain nombre de moyens non militaire, mais dans une logique stratégique. Donc, c'est quand même pas de la politique. Que quand on exploite des moyens économiques ou des moyens ou des flux énergétiques ou des flux migratoires à des fins politiques, mais dans une logique de confrontation ou de contestation, on est bien dans de la stratégie. Et là, je trouve que la stratégie indirecte de Beauvre nous Mais aide. alors, pour que vous répondiez là-dessus, là, qui commande? Ah ben, quand on doit faire cette stratégie hybride, si j'ose dire, qui commande? Alors, c'est un point qui est soulevé par Beauvre dans la mesure où il faut réussir à asservir, et vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de dictature, mais il faut réussir à asservir la décision politique pour faire en sorte que les différents segments de la stratégie totale soient coordonnés. Parce que si vous dites on va faire ça, stratégie 3D par exemple, et chaque ministère fait ce qu'il veut, bah, vous n'avez pas d'efficacité. Donc il faut une rotule qui soit capable d'appliquer en quelque sorte au niveau opératif, donc entre la stratégie telle qu'elle est définie et le niveau tactique, d'asservir les conditions pour faire en sorte que les moyens économiques ou diplomatiques soient en fait combinés à l'action que vous voulez donner. D'où chez Beauvre une stratégie directe au niveau total, c'est quand l'outil militaire est menant et en quelque sorte les autres sont concurrents, et l'inverse quand c'est stratégie indirecte. C'est-à-dire que bon, vous avez le porte-avions développé qui est en mer mais qui n'agit pas, vous avez un certain nombre de moyens militaires, mais l'action est conduite par d'autres leviers, et ces d'autres leviers doivent être asservis aux politiques. Et c'est le sens de la création du SGDN initialement, que d'être capable de coordonner une action intergouvernementale malgré des institutions démocratiques et des partages du pouvoir. Là aussi, il y a des problèmes de crédibilité. Alors, on va continuer la question. Juste une petite remarque. Votre livre, je l'ai dit tout à l'heure, est aussi très intéressant par l'aspect humain. De ce point de vue-là, je voulais, parce qu'on a parlé plusieurs fois de Lidl Heart, les rapports entre Lidl Heart et Beauvre, à la lecture de votre livre, m'ont paru quand même plus compliqués que la simple admiration mutuelle. Bon, c'est juste pour nos lecteurs, pour vos lecteurs plutôt. Petite anecdote, parce que bien sûr, cet ouvrage-là, 85, mais le texte d'origine, c'est 63. Il y en a 3 versions. La première version, c'est la version qui n'a pas été corrigée à la demande, qui n'intègre pas les demandes de correction de Lidl Art. C'est-à-dire que Lidl Art fait la préface de l'introduction à la stratégie, probablement sans le lire, et quand c'est traduit en anglais, il découvre le texte et il s'aperçoit que c'est pas assez laudatif. Et donc, il envoie une lettre à Beauvre, qui est au King's College, dans laquelle il demande, je crois, 18 modifications, et Beauvre lui dit, sur certaines, je veux bien, mais les autres, non. Il racontait qu'en fait, c'est vous qui avez pensé ça avant moi, je ne vais pas le mettre. De l'art était coutumier du fait. Bon, on a encore le temps. Oui, Marc? Marc Ecker, oui. Merci, merci mon général. Une petite question sur le drame de 40, qui est parfois présenté comme un pendant militaire à l'étrange défaite de Marc Bloch. Et je voulais savoir si, et parfois des parallèles sont faits entre l'étrange défaite et puis la situation d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin on est dans le contexte de la panthéonisation de Marc Bloch, etc. Ma question c'est, vous avez évoqué le traumatisme pour le général Beaufre de l'effondrement, et j'aimerais savoir s'il présente ou s'il analyse des éventuels anticorps à un futur effondrement. Alors, je ne pense pas à des anticorps militaires, à la dissuasion ou autre, je pense vraiment à des anticorps plus moraux ou sociétaux. Est-ce que sa pensée sur cet événement-là dépasse le cadre purement militaire? D'abord, le drame de 40, c'est publié en 65. Quand c'est publié, on l'accuse en quelque sorte d'avoir fait du Marc Bloch
un peu facile, quoi. C'est-à-dire, ça marche, donc je vais écrire moi-même mon drame de 40. Pour la petite histoire, le drame de 40, il est écrit en 41 dans le livre, le deuxième livre qui a été publié cette année, et ça s'appelle Sic Transit Gloria Mundi, ainsi passe la gloire du monde, et c'est le texte d'origine. En fait, en 65, il va chercher le texte de 41 et il le nettoie. Donc, je vous conseille la lecture de Sic Transit parce qu'en 65, il a retiré des choses qui semblaient un peu râpeuses. Donc, si vous trouvez que le drame de 40 est un peu fort, lisez Sic Transit, ça l'est encore plus. Donc, il écrit en 41 et dans la foulée, effectivement, il tire des enseignements. Alors, il utilise des enseignements au niveau tactico-opérationnel, notamment dans un texte qui s'appelle La guerre éclair. Donc, il dit comment on fait, comment on peut réagir. Donc, il travaille notamment sur les différences de vitesse entre la vitesse tactique et la vitesse stratégique, c'est-à-dire le temps qu'on met à ramener des réserves, le temps qu'on met à percer. Bon, mais je ferme la parenthèse. Et il développe la question du rapport en fait entre la stratégie et le politique et le fait qu'il faut éduquer le politique aux questions de stratégie. Et ça, il le met à plusieurs reprises. Je crois que c'est d'ailleurs dans l'introduction à la stratégie où il dit la science stratégique qui est très proche de la prospective, elle doit faire partie du bagage de celui qui a des décisions majeures à prendre. Il doit être épaulé, mais il y a des choses qu'il faut qu'il connaisse. Et une partie de cette acculturation, c'est une partie de cette réponse. Et si on regarde l'évolution réelle de la politique dans les États démocratiques, ces conditions de connaissance préalables, prérequisites, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas amélioré. D'ailleurs, on pourrait dire exactement la même chose pour l'économie également. Et il me semble d'ailleurs que l'étrange défaite, comme le drame de 40, mettent l'accent justement sur ces problèmes d'organisation bureaucratique, etc., qui nous ramènent à la question précédente. Parce que dans l'émotion, l'émotion, le stress de la guerre réelle, des affrontements réels, la complexité des organisations qui seraient exigées, qu'il faudrait être capable de surmonter pour pouvoir mener effectivement une stratégie totale ou presque totale, il y a très peu de chances que ça marche, sauf si ça a été vraiment préparé d'une manière extraordinaire. Beaucoup de pays avec des régimes dictatoriaux ont beaucoup aimé la stratégie totale de Beaufre. Elle a été largement utilisée en Amérique du Sud, en Afrique du Sud aussi, très déployée. Et Beaufre a réagi à ça en disant dans des écrits que ce n'est pas du tout ça qu'il pensait. Il a écrit même noir sur blanc qu'il estimait que peut-être qu'elle était plus efficace, rentable d'un point de vue économique à très court terme, mais que les démocraties étaient plus plastiques dans le long terme, en particulier parce qu'il y avait la possibilité d'une contradiction, ce qui est plutôt sain aussi dans le débat. Vous connaissez Karl Popper? Oui, ça a été le grand philosophe des sociétés ouvertes. Bon, on a le temps quand même de prendre une dernière question. Alors, prenez la plus belle. Qui va poser la plus belle question? Allez-y, puisque vous êtes général aussi vous-même. Vous n'avez dans votre carrière, si j'ai bien regardé, vous n'avez pas eu de responsabilité au niveau des forces stratégiques, des forces nucléaires à l'état-major des armées. Lorsque vous parliez de cela avec l'amiral commandant la Faust ou le général commandant les FAS ou le patron de MAFN, est-ce que Beaufre était dans leur référentiel à eux aussi, ou est-ce que vous avez senti quelques réticences parmi ces penseurs et ces décideurs en matière de dissuasion? Alors, première partie de la réponse, c'est que vu la couleur de mon uniforme et le fait que l'armée de terre n'est plus partie à la composante, effectivement, il y a une sorte de décrochage intellectuel qui s'est produit pendant des années. À mon avis, c'est une profonde erreur parce que, on l'a dit, la dissuasion, c'est évidemment une question stratégique de plus haut niveau. Ce n'est pas une question de savoir si on porte un uniforme vert, bleu ou bleu clair. Mais pour répondre à votre deuxième question, le chef d'état-major de la marine m'a récemment fait caporal-chef, on appelle ça quartier-maître d'honneur de la Marine nationale, en particulier parce que l'an dernier, il m'a invité à intervenir devant tous les commandants de la Marine, avec à ma droite Al Faust et à ma gauche le commandant des FAS, pour discuter ces questions-là. Et donc, c'est dire à quel point, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé complètement ce débat ou cette question des couleurs d'uniforme. Bon, de fait, dans mon parcours, je n'ai pas commandé une unité de ce type-là. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, et heureusement, je pense. Alors, non seulement ils ont réfléchi, mais en plus, ils m'ont invité, ce qui était déjà une sorte de, je sais pas, on appelle ça chemin de Damas ou... Je crois qu'on arrive à l'heure. On est obligé à cause à cause de ceux qui nous suivent sur l'écran d'arrêter maintenant. Mais caporal-chef, c'est en dessous d'adjudant-chef, n'est-ce pas? Alors, dans la marine, c'est au-dessus, en fait.
Voilà. Bien. Eh ben, écoutez, mon général, Élie, merci. Je trouve que c'était un débat extrêmement intéressant. Je rappelle d'ailleurs que l'IFRI n'a jamais cessé, mais encore une fois de manière différente de l'époque du CEPE, d'apporter sa contribution à ces questions stratégiques, et aujourd'hui sous la direction très éclairée d'Élie. Merci infiniment et à bientôt.